Je suis avec Assunta, voilà. qui nous vient d'Italie, qui est installée en France depuis un certain temps. Et donc vous êtes une sorte de passionnée de tout ce qui est divinatoire, on peut dire. Oui, j'étais à l'époque passionnée pour tout ce qui était divinatoire, notamment les cartes, le pendule, un peu la numérologie. Mais ça vous apportait quoi en fait, J'aimais bien, c'était pas pour en faire un métier, c'était juste pour... ça m'amusait. Vous en serviez pour... Il y a des gens qui venaient vous consulter un petit peu? Absolument, mais c'était gratuit. Moi, je donnais tout ça gratuitement. gratuitement. Enfin, il y avait des amis, on savait que vous pouviez dire des choses. Absolument. Et vous le faites encore, ça? Ou ça appartient au passé? Ça appartient au passé parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me promener avec un jeu de cartes dans la poche et un pendule pour... Non. Non. Et sinon, ça n'en finit plus. Et puis faire la part des choses, je n'ai pas envie que les amis viennent me voir à mon travail et de l'heure de table, qu'on puisse faire un jeu de cartes. Non, je ne veux pas ça. Vous avez appris avec des gens ou par les livres uniquement? Par les livres. Vous n'avez jamais eu de professeur? Non. Vous avez déjà rencontré d'autres personnes dans ce domaine? Oui, des gens qui s'y connaissaient aussi? Absolument. Un jour, j'ai eu la connaissance d'une charmante jeune femme de l'île Maurice qui est venue m'apporter un jeu de cartes et elle me les a offerts. Et elle a dit que j'aurais su les savoir utiliser. Et, comme ça? Comme ça. C'était un ami d'une amie et je venais de la connaître. Hein. Elle savait que vous intéressiez à ces questions? Non, elle ne savait rien du tout. Elle était peut-être, elle avait des dons de voyance, je pense, parce que la deuxième fois que je l'ai vue, elle est venue avec un jeu de cartes et elle me les a offerts. Mais vous-même, vous avez des dons particuliers pour utiliser ces savoirs ou c'est simplement des supports? Vous savez, quand vous regardez ces supports, le tarot, le numérologie, vous respectez exactement ce qui est marqué ou bien vous avez vous-même votre interprétation? Il y a quelquefois, ça m'arrive vraiment d'avoir mon interprétation à moi, c'est comme si je rentrais dans la personne. Enfin, je ne l'explique pas, je ne le commande pas. Il y a des fois que ça m'arrive et c'est pas sur commande, c'est quelque chose qui peut m'arriver avec certaines personnes la carte, ça va être juste une image et après le reste, ça va tout seul. Donc même quand vous n'avez pas de carte, vous pourriez faire quelque chose quand même? Ça peut m'arriver. Oui. Mais je ne le... Mais en fin de compte, il y a un paradoxe. Est-ce que c'est parce que, finalement, si vous aviez... Pourquoi est-ce que vous avez besoin de toutes ces techniques, finalement? À l'époque, pour moi, il vous manquait quelque chose et il vous manquait un... Non, pourtant, lorsque je suis arrivée en France, c'était vraiment un rêve que je réalisais, donc j'étais très heureuse. C'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé d'arriver à Paris, de vivre à Paris, et donc c'était vraiment de réaliser certains rêves. C'est pas donné à tout le monde. Et j'étais très heureuse. J'avais un mari, une belle maison. Et donc, cela, c'était un jeu pour moi. C'était juste un jeu. Parce que je me retrouvais de ma vie de jeune célibataire à jouer avec un peu ce qui était paranormal m'attirait. Mais c'est venu tout seul après que j'ai rencontré cette personne qui m'a offert ce jeu de cartes. Ah oui, d'accord. Ça a déclenché complètement cette envie de faire, mais gratuitement, pour mes amis, pour les gens de mon entourage, pas de faire un métier, mais de le pratiquer comme ça, pour passer de beau temps avec les amis. Voilà. C'était pas à but lucratif, monsieur. Mais ça vous apporte quand même quelque chose, cette pratique. Ça complète vos connaissances, ça vous permet de faire moins d'erreurs peut-être, ou de mieux savoir où vous allez? C'est-à-dire que quelquefois, je n'avais pas envie d'en savoir vraiment pour moi, parce que lorsque j'avais vu des fois des choses dans mon jeu de cartes, ça ne m'avait pas plu, et voilà, de savoir plus sur me concernant. Aussi concernant ma famille, je n'aimais pas trop, hein, parce que quelquefois quand je voyais des choses pas bien, je préférais vraiment... Alors les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur apportez?
Bah, eux, ils étaient contents d'en savoir plus sur certaines questions. Vous savez, normalement, les gens qui veulent consulter absolument le conduit ou les cartes, ou les numéros, c'est souvent parce qu'ils veulent trouver une réponse à un problème, ou alors à un objectif, à quelque chose qui est de l'immédiat. Ils veulent absolument avoir une réponse pour le futur. Alors moi, je pense que j'aimais pas trop. Je pense que c'était bien de le prendre comme un jeu et comme tel. Parce que si on ne détient pas complètement la vérité au 100%, si on se trompe, la personne est déçue. Donc pour moi, ce n'était rien d'autre qu'un jeu. Même si souvent on me disait, mais si tu as vu juste, les choses se sont passées ainsi. Je préférais toujours qu'ils regardent ça comme un jeu. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre ça comme un jeu? Qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Enfin, c'est un jeu un petit peu spécial. Oui, c'est spécial, effectivement aujourd'hui. C'est un jeu avec les émotions, avec la concentration. Absolument. Aujourd'hui, moi j'ai pris le recul. En effet, je ne joue plus aux cartes. Non, je ne joue plus au conduit. Vous ne tirez plus les cartes, parce qu'en français, jouer, c'est réservé quand on joue. Oui, je ne tire plus les cartes, je ne fais plus. En italien, on emploie le mot giocare pour tirer les cartes. Non, tiro le carte, sì, cartomanzia. Donc jouer, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est curieux, les mêmes cartes servent à connaître l'avenir et servent aussi de jeu, comme le tarot, par exemple, qui est un jeu... Absolument. Non, in italien on dit la même chose. Cartomanzia, tirare le carte per l'avvenire, la bonne aventure. Et c'est une sacrée responsabilité lorsque vous avez en face quelqu'un qui veut savoir un peu certaines questions, s'ils vont bien réussir, etc. Et voilà, souvent on me disait que j'étais dans le vrai, mais moi j'avais quand même peur des fois, si la personne, je me trompais, je ne détenais pas la vérité à 100%, et donc je ne voulais pas que les personnes ne prennent ça comme si c'était au 100% ce qui allait se... Quelle est la meilleure façon de recevoir ce que vous dites? Il faut le prendre au sérieux, pas au sérieux? Quelle est la meilleure façon d'entendre votre propos? La raison pour laquelle moi je ne me faisais pas payer, je ne voulais pas d'argent, je ne voulais pas non plus recevoir beaucoup de queue devant chez moi de gens qui venaient pour la bonne aventure. Non. Donc, si vous étiez contente, vous m'offrez un café, puis voilà, c'était la... Non, mais je veux dire que, comment est-ce qu'il fallait... Quelle était la bonne attitude pour vous écouter correctement? C'est-à-dire que... Comment dirais-je? Il fallait à la fois vous attacher d'importance à ce que vous disiez, mais pas trop, c'est ça? Oui. Y voir une orientation, quelle est la bonne attitude? Quelquefois, voilà, non, je ne sais pas si c'est vraiment, il faut avoir une bonne attitude. Moi, ça me faisait plaisir de savoir des fois de soulager certaines personnes, ça me faisait plaisir des fois, des personnes, les copines, des amis, qui se sentaient mieux après en séance. Mais à la fois, voilà, il y avait des moments que je ne voulais pas non plus que prendre trop au sérieux. Effectivement, j'ai toujours contrôlé ça, de ne pas en faire un commerce, de ne pas trop aller au-delà. Donc, ça pouvait me faire plaisir. Alors, vous avez parlé oui. Vous avez parlé de numérologie. Vous avez approfondi quand même la numérologie? Vous savez comment ça fonctionne? Oui, j'avais approfondi, mais c'était également quelque chose que je l'ai fait comme ça, comme un jeu également, monsieur. Vraiment, comme un jeu. C'est la première fois que j'entends parler de cette façon de... Parce que j'étais très fascinée par les nombres, je trouvais même que c'était beaucoup plus quelqu'un qui n'a pas la date de naissance, par exemple, à travers sa date de naissance, on peut un petit peu déterminer sa personnalité, alors qu'en astrologie, il faut l'heure, il faut absolument l'heure. Donc il y avait quelque chose qui me plaisait dans tout ça, dans les études que j'avais parcourues.
travers la numérologie. Mais ça aussi, je l'avais pris, c'est une passion. Une passion, et tout ça, ça appartient au passé maintenant. Hein. Je ne le fais plus. Oui. Oui. Vous vous intéressez seulement au jour de la semaine, c'est ça? Même pas, certaines choses, vous les faites le mardi ou le mercredi? Oui, mais je ne suis pas non plus un fanatique. J'ai des jours dans la semaine à laquelle j'ai beaucoup plus d'affinité par rapport à certains jours de la semaine, mais ce n'est pas forcément quelque chose. Je vis ma vie tous les jours sans penser si c'est lundi, mardi, si c'est bon ou pas bon. Voilà, maintenant, par exemple, pour les voyages, je vais choisir toujours à la limite un mercredi, un vendredi. Je n'irai pas choisir un mardi, j'irai vendredi, jeudi, dimanche. Voilà, c'est les jours qui me plaisent le plus. Et tous ces savoirs, à votre avis, ils viennent d'où, tous ces savoirs? Toutes ces connaissances, elles sont venues. C'est les hommes qui les ont trouvés, ça leur a été donné, c'est une révélation. Comment vous expliquez? Comment j'explique ça? Ben écoutez, moi je comment pense expliquer que ça marche et comment expliquer que ça fonctionne? Eh bien, ben, l'être humain a un discernement et je pense que il peut s'instruire à travers les livres et il y a une partie je pense, de cette connaissance que ça vienne peut-être également de là-haut. Je crois beaucoup en Dieu, oui, donc oui. Je pense que c'est grâce à Dieu que nous avons c'est la raison pour laquelle je ne m'intéresse pas à tous les arts divinatoires aujourd'hui. Et voilà. Et je pense que c'est le discernement est important et qu'on n'exploite pas assez toutes nos capacités, hein, entre-temps. Donc, quelque part, la croyance, un bon catholique... Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique, mais je crois beaucoup je suis née catholique, bien sûr, mais je parle de foi. Pour moi, je ne parle pas de religion. Ce n'est qu'une étiquette. Je parle uniquement de ma foi, de mon rapport avec Dieu, et je n'appartiens à aucune étiquette religieuse. Juste un rapport intime avec Dieu. Donc, ça n'est pas forcément compatible avec les croyances divinatoires. Hein. Oui. Il y a une sorte de contradiction quelque part. Absolument. C'est ça que vous dites. Parce que finalement, si à la fois il peut soulager de savoir ce qui va se passer demain, à la fois ça peut angoisser lorsque ce n'est pas des belles choses qu'on va regarder à travers les cartes et le pendule et qu'on peut à la limite se gâcher à l'avance. Vous croyez par exemple à la force de la prière? Bien sûr, à la force de la prière, bien sûr que je crois à la force de la prière. Profondément. Énormément. Mais on doit prier pourquoi? Pour éviter certaines choses, pour obtenir une protection? Moi, quand je prie, monsieur, je demande avec le cœur, sur le moment. Je ne fais aucune... c'est pas comme à l'école qu'on va faire un programme. Je vais parler avec mon père là-haut, comme je vais parler avec mon père ici, et ma mère et mon ami le plus intime, et je vais le exposer tout ce que j'ai sur le cœur qui ne va pas, par exemple, qui donne la lumière sur la terre, là où il y a l'obscurité, par exemple, de donner de la baume au cœur à ceux qui sont en détresse, par exemple, de donner la paix à ceux qui sont en guerre, mais ça vient du cœur tout de suite. Je ne vais pas faire un programme de prière, moi je n'y crois pas au programme de prière, c'est pas la peine, ça ne va pas avec ma personne. Le programme de prière, des récits, ça ne va pas. Pour moi, c'est très important que ça sorte du cœur, parce que ça ne sert à rien. La puissance de la prière est là. Pour moi, ça se situe avec l'intensité du cœur, la sincérité du cœur, pas avec le récit. Et voilà, tout simplement. Dans 2 minutes, merci. D'accord. Tout simplement, monsieur. Donc finalement, parfois on essaie de comprendre. Oui, c'est ça. Donc vous préférez ne pas vivre dans l'urgence, hein, quelque part. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a un profil des gens qui s'intéressent à ces questions? Est-ce qu'ils ont
type de comportement dans la vie particulier? Les gens qui s'intéressent à quelle question? Qui vont consulter une voyante ou un astrologue ou une neurologue. Ils ont une façon particulière de comprendre le monde, d'appréhender le monde. Je ne sais pas trop, je pense que chacun a ses propres raisons et que ces personnes, ils ont chacun leur raison. Hein. Ça peut être dicté d'une profonde détresse, une envie d'améliorer leur vie actuelle et chercher les réponses. Donc à travers la voyance ou la cartomancie ou la numérologie. Donc ils ont tous des raisons différentes. Hein. Les personnes qui vont se rendre chez un guérisseur, chez un numérologue, chez un astrologue, et sont tous des raisons différentes. Alors il y en a qui n'ont pas forcément de graves problèmes. Il y en a qui sont en envie de se soulager et qui n'ont pas trouvé la même réponse chez le médecin. Et le médecin ne peut pas soigner non plus l'âme. Donc je pense que beaucoup de personnes ils pensent soulager l'âme. Mais c'est une supposition, hein? C'est une supposition. Donc voilà, ça aussi c'est quelquefois un sujet de prière parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui exploitent ces personnes en détresse, beaucoup de malhonnêtes gens qui ils vont faire fortune sur des gens qui ont justement ils sont en détresse et qui les estorquent de l'argent. Et ça, c'est aussi pour moi un sujet de prière parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques dans ce domaine, monsieur. En effet, oui, bien sûr, c'est connu. Oui. Mais oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'arnaque dans ce domaine-là? C'est pas facile de déterminer ce que c'est que l'arnaque parce que comme ce sont des domaines qui ne sont pas tellement assurés, confirmés, oui, qu'est-ce que c'est qu'un charlatan? Oui. Eh bien, un charlatan... On est dans un restaurant, bon, qu'est-ce que c'est qu'un l'arnaque dans un restaurant? C'est vrai. Dans tous les domaines, il y a un problème d'arnaque qui est différent. C'est vrai. Dans les domaines qui sont les moins, dans le domaine de l'astrologie, de la divination, du tarot, où est l'arnaque? Même à la limite, une agence patrimoniale aussi peut arnaquer. Absolument, monsieur, je comprends. Mais c'est-à-dire que l'arnaque, pour moi, commence là où on va profiter de la faiblesse de l'autre. Hein. Ah, mais un avocat peut profiter de la faiblesse des clients oui, ou un médecin manipulation, de manipuler dans le moment à laquelle la personne il est plus faible, il est fragile et que l'autre, moi je pense que c'est la réponse que pour moi la plus juste, l'arnaque commence justement au moment où la personne est fragile et que l'autre il va faire pression et donc il va vanter encore davantage ses savoir-faire pour convaincre l'autre à dépenser l'argent, à le donner envie d'avoir envie de venir à ces rendez-vous et comme ça deviennent comme drogués, comme quelqu'un qui est dépendant, comme quelqu'un qui, voilà. Ça crée une dépendance, une addiction. Ça crée une dépendance, voilà. À partir du moment que ça crée une dépendance, pour moi, ça commence de la part de l'autre personne, l'arnaque, ça commence l'abus de pouvoir, je l'appelle comme ça. Parce qu'il y a une autre définition de l'arnaque dans ce domaine, c'est les gens qui ne connaissent pas leur domaine. Quelqu'un qui dirait je suis astrologue mais qui ne connaît pas bien l'astrologie. Absolument. Mais ça c'est un autre problème parce qu'il y a des gens qui peuvent être des arnaqueurs et qui sont très calés par ailleurs. Absolument, bien sûr. Tout à fait, effectivement. Effectivement, il y a l'astrologue qui fait bien son travail et puis vous avez l'astrologue qui met la plaque d'astrologue mais qui en fait ne l'est pas. Et c'est dans tout domaine. Oui, mais inversement, il peut y avoir des gens qui sont très forts en astrologie mais qui n'ont pas une bonne relation avec leurs clients. Parce que le savoir ne suffit pas. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas grand-chose, mais qui ont une bonne relation. Absolument. Donc, on peut considérer qu'ils ne donnent pas réellement le savoir qu'on leur demande, mais ils sont quand même capables d'aider. Absolument.
Donc dans ces domaines-là, c'est pas facile de... C'est intéressant d'observer, hein, c'est intéressant, si je vous écoute parler, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a aussi la personne qui est très bien calée et qui en même temps ne sait pas donner son savoir, ne sait pas tout au moins de faire en sorte que la personne qui est en face essaie de comprendre. Et puis le contraire, ceux qui ne sait pas tellement bien son travail et l'exploite très bien parce que c'est bien le vanter. Donc il y a des gens qui sont très bons voyants et qui sont moins bons. C'est vrai que ça dit, dans ce domaine-là, il est bien difficile de s'y retrouver. Et puis une personne peut être favorable à un client et pas à un autre client. Il y a une histoire parce que ça aussi ne correspond pas forcément. Seulement. Il y a une histoire aussi d'affinité. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de discernement parce que il y en a besoin dans ce monde camouflé de plein de choses qui viennent à nous vraiment en beauté, hein, parce que tout paraît toujours très beau et voilà, ça me rappelle un peu ce que disait ma grand-mère, tout ce qui brille ce n'est pas de l'or. Oui, c'est français. Oui. C'est aussi en italien qu'on dit la même chose et c'est vrai, il faut vraiment faire beaucoup de discernement et c'est pas toujours facile de nos jours parce que l'arnaque c'est un peu partout comme vous le disiez et c'est vrai, ça peut être chez l'avocat, ça peut être chez toutes les corps de métier. Un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde rapidement, c'est la question du mensonge. Ah oui, le mensonge. Par exemple, dans l'affaire DSK, par exemple, qui est-ce qui ment, par exemple DSK, Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, écoutez, sachez... Est-ce qu'on peut savoir qui raconte la vérité Parfois, justement, c'est pour ça qu'on veut parfois utiliser ses connaissances pour savoir ce qui est vrai derrière ce que les gens disent. En tout cas, nous tous, nous sommes poussés au mensonge. On ment pour protéger quelqu'un de proche, on ment pour aussi l'autre, si quelqu'un est malade, on n'a pas envie de le blesser. On ment aussi pour plaire à la personne qu'on va courtiser. On ment tout le temps, on ment à son patron pour se faire embaucher, monsieur. On ment constamment. Et en fait, je pense qu'on n'est que seul soi-même lorsqu'on est... on est avec soi-même en paix, on se porte mais même dans la vie sociale, par exemple, imaginez par exemple que vous soyez à un enterrement, il faut prendre une certaine attitude. Ah oui. Bon, même si vous êtes gay, vous n'allez pas être gay, voyez. Et quand c'est un endroit où il faut être gay, même si on est triste, il faut faire un effort. Donc dans les fêtes même religieuses, il y a parfois des jours où il faut effectivement... Par exemple, les gens qui pleuraient, il fallait apprendre à pleurer pour le... Les gens sont capables de se mettre dans un état particulier sur commande. Donc nous avons une capacité de programmer extraordinaire. Absolument, de certaines cultures ça existe qu'on paye. De certaines cultures, ça existe qu'on paye des gens pour pleurer, effectivement. Même en Italie, peut-être ça se faisait. Ça se faisait dans le temps, ça se faisait, oui. Se lamenter comme ça sur commande. Oui. Et inversement, il faut se réjouir. Dans l'ancienne génération, oui, ça c'est les gens qui pleurent énormément parce qu'il y a l'enterrement qui crie et se déchire les cheveux et qui s'habille en noir. Mais dans la nouvelle génération, tout cela c'est dépassé et en fait, ça arrive souvent qu'en fait, dans les enterrements, il y a des... Souvent, ça peut même... ça arrive même qu'il y a des choses qui font rire plutôt. Oui. Qui font rire. Mais dans le cas de cette africaine, on peut se poser des questions sur sa culture. Parce qu'il y a des cultures où justement les gens apprennent vraiment à entrer dans un rôle, à jouer un rôle qui correspond à ce qu'on leur demande, etc. Donc on ne sait pas très bien. Par exemple, moi j'ai remarqué que cette dame, elle parle bien anglais, par exemple, on l'a écoutée. Elle a une capacité d'adaptation, elle arrive à jouer des rôles. Donc on ne sait pas très bien ce qui est vrai dans ce cas. Vous, par exemple, vous qui êtes une femme
pensez que vous avez une idée de ce qui s'est passé? Vous avez un pressentiment de la situation qui s'est faite à New York, là, où il y a eu cette rencontre? Je veux dire sincèrement, monsieur, voilà, là je suis sincère, ça fait plus d'1 an que je refuse de regarder les infos. Ah oui, d'accord, vous n'êtes même pas au courant de cette affaire? Non, monsieur, parce que ben, ça, vraiment, c'est remarquable. Ça me sape le moral depuis plus d'1 an. J'ai décidé donc, après 37 ans, de ne plus fumer. Hein? J'ai fumé 37 ans de ma vie, donc 30 cigarettes par jour, donc je ne voulais plus écouter les infos parce que ça me sapait le moral. Donc, même sur Internet, vous ne la regardez pas? Même non. Refus total, c'est une période comme ça que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre une période comme ça où je refuse l'information parce que l'information me sape le moral et donc j'ai envie de vivre de la joie. Parce que déjà, lorsque je vais travailler, je dois assumer mon travail, après je m'intéresse à DHS, donc il faut absolument que je ne veux pas me saper le moral, parce que tous les jours, vous allumez la télé, la radio, etc., vous avez toujours des problèmes, et ils finissent toujours pour arriver à vos oreilles, de toutes les façons. Hein? Et voilà, peut-être que vous allez me... Là, sincèrement, j'essaie d'être le plus sincère possible parce que je déteste actuellement, hein, je fais que de la lecture, je déteste vraiment écouter les infos et allumer la télé. Je n'en peux plus. Jusqu'à nouvel ordre, quand mon cœur il dira voilà, va ouvrir la télé, non, actuellement j'ai besoin de contact comme était autrefois. De discuter, d'avoir des discussions familiales, des jeux, voilà, ça pour moi c'était comme autrefois. Vous ne cherchez pas l'information à tout prix? Non. Mais finalement le problème, si vous voulez, c'est que parfois vous devez sentir que vous n'êtes pas totalement bien informé. Voilà, je me rends compte que je suis complètement ignorant. Mais ça ne vous gêne pas trop finalement? Ça ne me gêne pas. Voilà. Je suis complètement ignorant actuellement face à l'information. Je suis complètement ignorant, je l'assume parfaitement, monsieur, parce que même concernant tout ce qui est politique, etc., je suis ni de droite, ni de gauche, ni de milieu. Et vous allez me trouver ignorant, je l'assume. Ça ne fait rien, parce que je veux vivre plus dans la gaieté. Je n'ai ras le bol de l'information, parce qu'il me pourrit mon esprit. Voilà. Je voudrais vous poser une autre question pour terminer, mais qui a un peu rapport avec ça. Est-ce que vous faites la différence entre les hommes et les femmes? Au niveau psychologique, au niveau du comportement? Bien sûr qu'il y a au niveau psychique? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Parce que justement, je crois qu'on touche à des sujets qui sont un peu liés à cette question. Au niveau, vous dites au niveau... Si on vous demandait qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien déjà parce que au niveau des sensibilités, je pense que c'est pas pareil. On a une différence de sensibilité. Qu'est-ce qui les différencie? Bah, déjà le physique. Hein. Vous avez des hommes qui sont aussi très sensibles, hein, tout autant que les femmes, mais ils ont une réaction différente peut-être par rapport à ça, ils réagissent différemment. Mais pour moi c'est un mystère, parce que oui, j'ai l'impression, c'est un mystère, oui. Parce que même que j'ai été mariée, je ne peux pas prétendre de connaître l'homme. Parce qu'il y a un mystère derrière aussi sa carapace, lorsqu'il se comporte en dur, à la limite c'est le plus secret du monde. Et c'est pareil pour une femme. Souvent on pense que la personne qu'on a en face il est très dure, alors qu'à la limite c'est vraiment le cas. C'est la personne la plus douce, la plus câline, la plus charmante, la plus affectueuse. Et souvent on pense que les hommes ils sont durs, mais en réalité, je pense que ce sont des idées reçues. Oui, justement, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place, c'est ça la question. Vous ne pouvez pas laisser un vide, il faut essayer de proposer des choses plus cohérentes, plus satisfaisantes. Parce que finalement c'est bien d'aller voir les voyants, les astrologues, etc. Mais il y a des questions fondamentales comme le masculin et le féminin qui sont... Peut-être parce que c'est parfois parce qu'on n'a pas bien compris ces questions-là qu'on va
qu'on est un petit peu à la dérive, si vous voulez, parce qu'on n'a pas un schéma clair. Mais c'est vrai que l'homme et la femme, de plus en plus, il y a aujourd'hui des séparations, des divorces, parce que finalement, l'être en général, il a perdu de repères et s'isole de plus en plus. Hein, et bien, il y a vraiment, c'est pas un doux mot qu'on peut vraiment parler de cela. Mais apparemment, on ne l'a pas appris à l'école. Enfin, non, on ne l'a pas appris. Ça fait partie des choses. Pourtant, il y a beaucoup de sciences humaines, tout ça, mais apparemment, quand on pose ce genre de questions, souvent, les gens ne savent pas quoi répondre. Non, parce que finalement... Ou alors ce sont des clichés. Mais vous voyez, parce que je pense que c'est très difficile de répondre à cette question par le fait même que chacun parmi nous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes tellement uniques, monsieur, mais tellement uniques que... il n'y a pas vraiment une réponse qui finalise cette... une réponse, c'est pas... C'est très difficile, hein, parce que l'être humain évolue constamment, l'homme et la femme, et c'est beau ce côté différent, et en même temps, ce qui est dommage, que chacun s'isole, qu'on a vraiment, quelque part, on le voit par le nombre de divorcés, par le nombre de gens qui sont séparés, qu'on se comprend de moins en moins. C'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas de règles générales. Les gens ne comprennent pas globalement le phénomène. C'est difficile. Et donc, il faudrait peut-être quand même quelques repères. Effectivement, le problème de l'information, justement, c'est vrai que souvent les femmes ont tendance à ne pas chercher à s'informer complètement. Et par exemple, ou sur n'importe quel sujet, globalement, enfin, elles peuvent parler de leur expérience, de ce qu'elles connaissent, de l'information qui est venue sous leur nez. Effectivement, écoutez, moi c'est vrai que c'est suite à moi aussi je suis quelqu'un qui est divorcé et aujourd'hui je pensais justement c'est le jour si je me referais envie de me renseigner, m'informer davantage sur la psychologie de l'homme parce que je veux, c'est un art de savoir aimer. C'est un art. Et donc, c'est tellement un mystère que je sais que je vais m'instruire. Hein? Aimer un homme, c'est tout un art. Donc, c'est tellement un mystère. C'est un art, c'est un métier. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner une réponse plus concrète. C'est très difficile, monsieur. Vraiment très justement, difficile. est-ce que précisément, dans le domaine de la divination, justement, les gens, précisément parce qu'ils n'ont pas de repères, vont voir quelqu'un pour savoir comment ça va se passer dans leur vie avec cette personne. Bien, alors... Ce n'est pas le manque de repères qui amène la personne à vouloir demander conseil. Oui, mais bon, je pense qu'aller voir, là, moi j'ai passé l'âge de, je n'ai pas 20 ans, peut-être à 20 ans, je suis allée faire la même chose, aller voir la voyante pour savoir si j'allais rencontrer mon amoureux, mais ça ne met pas ça va répondre peut-être oui, vous allez rencontrer l'amoureux, mais ça ne va pas forcément vous donner des réponses, ça va vous soulager sur le moment, mais je pense que c'est vous, chacun de nous, de prendre sa vie en main et de faire un travail. Qu'est-ce que j'ai... Moi, chaque matin, je me demande qu'est-ce que j'ai fait que ça ne va pas et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Ce que n'allait pas dans le passé, il faut qu'aujourd'hui, on peut toujours faire mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux aujourd'hui? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que ça n'allait pas dans ma vie d'avant que j'ai échoué avec mon mari. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour rendre heureux, pour aimer mieux, pour qu'il y ait une compréhension? Parce que je pense que le dialogue, c'est un travail personnel de chacun. Justement, Madame Assunta, est-ce qu'il n'y a pas des conseils, justement, d'ordre général, des choses qu'une femme doit éviter quand elle fréquente des hommes, quand elle vit avec un homme, des choses qu'elle doit éviter de lui dire, de lui faire, qu'est-ce qui est source de tension dans un couple en général, parce que c'est quand même qu'il y a quand même des généralités qui sont utiles, hein, même si on veut chaque cas est particulier, il y a quand même quelques règles d'ordre général qui sont du comportement social, des choses qui sont quand même fondamentales et qui sont comme assez valable pour tout le monde. Qu'est-ce que
donc la question c'est qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple, qu'est-ce qu'il faut éviter pour avoir de bonnes relations avec un homme? Eh bien, moi, je pense que c'est important toujours de se remettre. Enfin, moi, je parle pour moi, hein, donc je ne suis pas là pour donner des conseils. Par expérience personnelle, je me remets toujours en question chaque jour et je pense que le dialogue c'est très important, hein, d'instaurer le dialogue avec la personne qu'on aime et qu'on peut expliquer toujours les raisons pour lesquelles éventuellement il peut y avoir des tensions, de s'expliquer constamment, hein, d'être authentique, d'être sincère au maximum, de la sincérité, que c'est très important, je pense, dans un couple pour le respect, pour établir déjà un respect et l'estime. Déjà en faisant ça, je pense qu'on n'a pas la recette pour être heureux 100%, ça n'existe pas parce qu'il y a toujours dans un couple des moments de tension liés à la vie professionnelle, liés à le stress, liés à la santé, liés à un tas de nombre de choses. Et donc on ne détient pas la réponse. Mais si on fait soi-même un travail sur soi-même et se poser des bonnes réponses et reconnaître qu'on est tous responsables, hein, de certaines erreurs, et c'est souvent le cas plus facile des fois de dire c'est moi qui ai raison et alors de ne pas prendre les responsabilités, c'est pas bon. Ça peut empoisonner aussi le rapport de couple. Tandis que se remettre en question et de savoir quels sont les moyens pour faire mieux et de discuter avec son partenaire pour en comment tirer profit. Bien, moi je pense que c'est ça que je fais aujourd'hui. Voilà. Mais cela, ce n'est pas un conseil, je parle uniquement de ce que je pense personnellement. Mais moi, je pense que la spontanéité, c'est un trait de caractère. Et les femmes sont souvent très directes, très franches dans leur relation avec les autres. Parfois, elles portent des jugements trop rapides, qui ne sont pas suffisamment réfléchis. Souvent, c'est très définitif ce qu'elles pensent. La franchise est à la fois une qualité et un défaut féminin, par exemple. Souvent, les femmes disent les choses comme elles le ressentent, comme elles le pensent. Voilà. Même si elles n'ont pas toutes les informations, tous les éléments, elles réagissent quand même. On peut pas, ce qu'on appelle en français les gens qui sont primaires et secondaires. Les gens qui ne vont pas attendre 100 ans avant de réagir à quelque chose. Elles vivent les choses telles qu'elles les ressentent, même si elles auraient pu les vivre autrement, si elles avaient connu certaines choses, si elles avaient d'autres informations. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un d'un pays donné, si vous ne savez pas comment on se comporte dans ce pays, vous ne faites pas la part de ce qui est propre à la culture de ce pays, par exemple. Peut-être que dans un certain pays, on se comporte de certaine manière. Et vous ne savez pas, donc vous allez juger par rapport à votre subjectivité. Non, moi, sincèrement, je me garde de juger parce que c'est la règle numéro 1. Pour moi, c'est un défaut, hein, de juger les autres. Donc, règle numéro 1, je ne me permettrai pas de juger les autres. J'ai déjà de quoi me mesurer avec mon propre maître, de devoir déjà faire un inventaire de ce qui ne va pas chez moi. Donc, règle numéro 1, je m'en voudrais, hein, parce que pour moi c'est grave. Je ne vous connais pas et je vous porte jugement, pour moi c'est très grave. Mais vous vous jugez vous-même d'une certaine manière. Je me juge moi-même. Oui, c'est ça, mais c'est le même problème, c'est la même chose. Donc, quand vous dites par exemple, quand vous appréciez une situation, vous jugez la situation. Vous dites que cette situation, je la vis mal, je ne suis pas bien, je suis ceci, etc. De toute façon, même si vous ne jugez pas les gens, vous jugez la situation, et vous jugez dans la situation en question, et vous ressentez la situation d'une certaine manière. J'essaie de profiter de la situation en tirant toujours un côté positif. Aujourd'hui, je vous ai connu, j'ai passé un bon moment assise là, je tire un moment qui était très bien. J'essaie de voir le côté positif. Je ne vous connais pas, là on discute, il y a des gens autour de moi qui sont très sympathiques et donc c'est un moment agréable. Donc finalement, vous avez peut-être... J'essaie de profiter du moment présent. Les gens vous sont quand même un petit peu des énigmes en fin de compte. Comment? Les gens, il vous faut beaucoup de temps pour savoir qui sont les personnes que vous rencontrez.
Oui, il me faut beaucoup de temps pour savoir qu'ils sont, oui. Oui. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que vous êtes un petit peu décalé sur le plan géographique et culturel quand on arrive dans un pays nouveau, il y a des choses, des signes, des éléments qu'on ne capte pas tout à fait comme dans son propre pays. Bien sûr. On a une capacité, dans sa propre langue, dans sa propre culture, il y a des choses qu'on perçoit plus rapidement que dans une culture étrangère. Si j'ai bien compris, donc, que dans la culture française, c'est pas mon pays, c'est vrai, que peut-être je suis en décalé avec la culture. Il y a peut-être des informations qui passent pour que un Français va capter dans la façon dont il parle, dont il s'exprime, et que vous ne décodez pas aussi bien, par exemple. Donc pour eux, donc cette information ne vous arrive pas, donc vous n'avez pas fait tout de suite, vous ne voyez pas tout de suite de quoi il s'agit, alors que quelqu'un qui est français culturellement, tout de suite il aura une information supplémentaire qui lui permettra de savoir plus rapidement le niveau d'intelligence, le niveau de culture, le niveau de sensibilité, etc. Moi-même, par exemple, voyez, même quand je discute avec des gens qui viennent du sud de la France, parfois j'ai déjà ce problème. J'ai beaucoup de mal à établir une relation valable avec quelqu'un qui parle comme quelqu'un de Marseille, par exemple. Parce que ça fait un écran, parce que je ne capte pas de nuances. Quand on regarde les choses de l'extérieur, vous savez, on dit toujours, quand on regarde les gens de l'extérieur, ils ont l'impression qu'ils sont tous pareils. Il faut être dans le système, il faut être à l'intérieur pour voir les différences. Donc vous, d'une certaine manière, malgré tout, vous restez un tout petit peu à l'extérieur de certaines choses, et donc ça crée un certain flou, si vous voulez, un certain flou qui fait que on parlait d'information, qu'il y a des informations que vous ne captez pas immédiatement et que d'autres personnes captent beaucoup plus rapidement. Par exemple, le fait de savoir à qui on a affaire, qui est la personne, comment elle est, quel est son niveau d'intelligence, quel est son niveau social, comment la relation peut évoluer avec cette personne, comment elle se comporte, comment il ne faut pas se comporter avec cette personne. Tout un ensemble d'informations que instinctivement les gens, dans leur culture, captent et qu'on a beaucoup plus de mal à capter quand on est en situation d'étranger, soit en tant que touriste, en tant qu'émigré, ou en tant que ce soit. Il n'y a pas la même qualité d'information. Par exemple, pour revenir à la question de la divination, des personnes qui justement par elles-mêmes, elles ne voient pas ce qui va se passer, par exemple. Alors qu'une autre personne aurait vu tout de suite qu'avec cette personne-là, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que c'était une information qu'elle ne savait pas déchiffrer, décoder correctement. Dès qu'on est un petit peu décalé par rapport à une société, il nous arrive des problèmes. Il nous arrive des choses que l'on n'a pas vu arriver assez rapidement. Il y a des gens qui, en quelques secondes, voient tout de suite à qui ils ont affaire, comment il faut se comporter, comment il ne faut pas se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qui risque de se produire si on fait telle et telle chose. Donc la notion de prévision, elle est naturelle. Quand quelqu'un est dans une société donnée, il prévoit naturellement, sans aucun besoin de technique divinatoires. Mais quand on est, moi je dis toujours l'expérience, quand on va chez l'occuliste, c'est qu'on a un problème Dieu. Quand on a besoin d'utiliser certains outils, c'est que ça correspond à un manque, quelque part. Donc si effectivement la personne a le sentiment qu'elle ne voit pas assez bien rapidement comment les choses vont évoluer, qui est la personne, qu'est-ce qui se passe, ça veut dire que quelque part, elle a une forme d'handicap, si vous voulez, qui fait que elle est diminuée, en quelque sorte, c'est un mot un peu fort. Elle a ses facultés de captation diminuent du fait qu'elle s'est décalée géographiquement ou culturellement. Dès qu'on change de culture, alors on revient d'ailleurs à la question du mensonge, parce qu'effectivement, on est obligé aussi de jouer une certaine comédie pour s'intégrer dans une société qui n'est pas la nôtre. Et donc on va faire semblant d'être comme ceci ou comme cela, alors que ce n'est parfois qu'une apparence.
que c'est toujours. Il y a toujours en comédie. Je pense que la plupart des gens ils jouent en comédie. La plupart des gens ils jouent en comédie tout le temps sur le travail avec les collègues, avec les voisins, avec l'entourage. C'est, comme vous l'avez bien dit, c'est un petit peu se donner une image différente. Ce que nous sommes Nous pas. donner le change aussi, comme on dit. Se faire passer, s'assimiler, l'assimilation, c'est le mimétisme aussi, c'est l'imitation. L'essentiel est de savoir qui l'on est, et l'essentiel est de savoir réellement qui nous sommes, l'estime qu'on a de soi-même, et peu importe ce qui se passe autour.